Merci. Merci à tout le monde d'être là. Comme quelqu'un qui fait des cinémas d'auteur, j'ai l'habitude, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Voilà. Moi, je voudrais en profiter pour cette occasion qu'on est presque en famille, c'est remercier les frères Azon. Voilà, pour nous avoir demandé d'écrire ces livres. C'était une demande, c'était une proposition qui nous a fait il y a un an, tous les deux comme ça, en disant, voilà, grosso modo, le BDS, la campagne BDS est criminalisée, attaquée en France, on ne comprend rien, mais surtout, même parmi les amis, les proches, les gens de l'entourage direct et indirect, des gens plutôt de bonne foi, quand ça arrive au boycott culturel et universitaire, alors là, ça commence à gêner, on ne sait pas quoi faire, est-ce que vraiment c'est ça qu'il faut faire, est-ce qu'au fond, la culture, l'université, surtout l'image, c'est qu'on voit ici en France de la culture et l'université israélienne, mérite d'être boycottée. Alors il y a des gens qui s'opposent par principe à l'idée de boycott culturel universitaire, c'est une atteinte à la liberté de création, de recherche, d'expression, etc. Et il y a d'autres qui sont spécifiquement opposés, on s'interroge sur le boycott culturel universitaire d'Israël, d'une façon spécifique. Est-ce qu'au fond, si on regarde ce qu'on connaît de l'université israélienne, de la culture israélienne, ce qu'on voit ici, c'est plutôt une image progressiste, critique. Est-ce que c'est opportun, justement, boycotter ces derniers bastions de progressisme libéral israélien? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à la fois de crisper les faucons et surtout d'affaiblir ceux qui sont les acteurs culturels et universitaires israéliens? Donc, les livres est parti comme une tentative de répondre à ces interrogations à deux niveaux. D'un côté, essayer de comprendre face à l'image qu'ont les institutions culturelles, la culture israélienne et universitaire, comprendre comment cette image est construite. Et gardons toujours en tête ces questions, ces hésitations, essayer de répondre en apportant à la fois des données sur la réalité, d'un côté, mais aussi les arguments à des questions que peut-être après on discutera, qui sont les questions plus générales. Est-ce que, au fond, si on regarde un petit peu l'état des mondes, est-ce qu'au fond, la chose la plus importante, ce serait vraiment les boycotts d'Israël, et en plus les boycotts universitaires et culturels, ou pourquoi Israël et pas d'autres pays? Et pour en finir avec la petite obsession française, est-ce qu'au fond cette campagne n'est pas une campagne antisémite? Voilà un petit peu comment on a construit les livres, en essayant de partir de ces questions et donner à la fois des réponses en exposant la réalité. Ceci est basé, comme Eric l'a dit, je dirais à presque la majorité écrasante de documents officiels et de gouvernements israéliens et des institutions israéliennes, ou des documents non officiels, universitaires, des organisations para-étatiques qui publient largement autour de la question, bien évidemment, de l'opposition au boycott, mais surtout qui publient tous ces paper policy et surtout une partie qui est, je crois, la partie peut-être la plus novatrice de livre et la plus inconnue, y compris, elle était inconnue pour moi en portant israélien et connaissant un petit peu le sujet, et c'est la partie sur la question, la relation entre l'État israélien et les dispositifs de com, de propagande. Voilà, donc c'est moi qui prends la parole. D'abord, je voulais vous demander de m'excuser si je ne suis pas aussi à l'aise qu'Eyal pour parler en public. Je le fais vraiment beaucoup moins souvent que lui. Mais je suis très contente de vous voir tous ici, tous et toutes. Oui, on a travaillé
après cette proposition formidable qui nous a été faite par Éric Hazan et La Fabrique sur un sujet qui, a priori, nous semblait en effet sensible, on a travaillé ensemble à 4 mains sur ce projet, mais je voudrais quand même vous parler avant de quelle perspective je pars. C'est-à-dire, pendant plus de 20 ans, j'ai produit des films, de nombreux films, pas seulement ceux d'Eyal, beaucoup avec des partenaires israéliens et palestiniens. Et ça m'a donné l'occasion d'aller là-bas, de rencontrer des gens, de voir la réalité de ce pays. J'y suis allée aussi pour des raisons plus personnelles et comme ça, j'ai pu percevoir, comprendre, appréhender qu'est-ce que la société israélienne juive. Et ce qui m'a étonnée, et ce qui m'étonne de plus en plus, c'est l'écart entre ces réalités que j'ai constatées là-bas et l'image qui nous est donnée de ce pays ici. Un écart qui ne cesse de grandir. Cet écart, il est dû principalement à ce dont Eyal parlait juste il y a quelques minutes. Il est dû à un virage dans la manière avec laquelle les autorités israéliennes mènent leur diplomatie publique à l'étranger. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, un dispositif qui s'appelle le dispositif de la Hasbara, qui est un dispositif de diplomatie publique. La diplomatie publique, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, dans le vocabulaire néolibéral, la propagande. Donc le dispositif de la Hasbara, il est destiné à... Il est basé sur la conviction israélienne que si Israël n'est pas apprécié à l'étranger, c'est parce qu'il n'est pas compris. Et donc la Hasbara, qui signifie explication en hébreu, le dispositif de la Hasbara produit et diffuse des informations qui sont destinées à défendre la position israélienne dans le cadre de débats. Un expert israélien dit ça beaucoup mieux que moi, avec des mots très simples. Ce sont les méchants qui font de la propagande pour promouvoir leurs objectifs et leurs récits en fabriquant des faits, en manipulant les médias et en trompant ceux qui les prennent pour des bons. La Hasbara, c'est ce que nous, les bons, nous faisons pour expliquer à quel point nous sommes vraiment bons et à quel point les méchants sont vraiment méchants. Voilà. À partir du début des années 2000, et principalement avec la deuxième intifada et la couverture médiatique de ces événements partout dans le monde, si on se souvient, c'était il y a 15 ans, mais c'était les débuts d'Internet, des événements aussi terribles que la destruction du camp de Jenin ou la mort du petit Mohamed El-Doura à Gaza ont fait le tour du monde et ont évidemment terni la réputation et l'image d'Israël. Pour les autorités israéliennes, c'est clair, ils ont affaire à un problème d'image. C'est de ça dont souffre Israël. C'est à ce moment-là que, pour pallier à ce déficit de notoriété, d'image, de réputation, un diplomate israélien qui, à l'époque, est basé aux États-Unis, qui s'appelle Ido Aharoni, qui est un expert en diplomatie publique, et qui deviendra, ce qu'il est désormais, un conseiller très influent du gouvernement israélien, il résume la situation. Je vous lis. Malheureusement, pendant des années, Israël n'a pas eu d'approche proactive.
Nous voulions remporter les débats contre nos adversaires et nos détracteurs, et nous étions engagés de tout cœur dans ces débats. Mais nous avions oublié qu'aucune marque ne peut prospérer sur la seule gestion de crise. Vous ne pouvez pas réussir une campagne de marketing en parlant de vos problèmes. C'est pourtant ce que nous faisions. Alors nous avons décidé de nous faire aider. Il était temps de retourner aux fondamentaux du marketing, parler des atouts du produit et pas de ses défauts. Nous avons donc mis en œuvre une toute nouvelle approche pour la diplomatie israélienne en la couplant avec le marketing et le branding. Dans la perspective des experts en marketing, la base de travail, c'est les sondages, les études d'opinion. Et à l'époque, tous les sondages et les études d'opinion menés dans le monde entier au sujet d'Israël et de son image montrent que le pays est perçu comme agressif, dangereux, voire même le pays le plus dangereux pour la sécurité du monde. Les experts en marketing en tirent une conclusion: il faut dissocier l'image d'Israël du conflit, ce que, entre eux, ils appellent les malheureuses circonstances de la région. Voilà. Et notre ami Ido Aroni explique ça en disant: même ceux qui pensent qu'Israël a raison ne se sentent pas attirés par le pays. Pour eux, Israël, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Ma conclusion, c'est que le plus important, ce n'est pas d'avoir raison, mais d'être attractif. Car, continue-t-il, si vous n'êtes pas attractif, c'est très difficile d'être compétitif. On est bien dans des sphères qui sont les sphères du marketing et plus du tout de la politique. Avec le marketing, Israël devient un produit. Et l'objectif de tous ces experts est de repositionner la marque Israël. Il ne faut pas la changer, il ne faut pas la modifier. Ce qu'il faut changer, c'est comment le public étranger, ce qu'il considère comme des consommateurs, c'est-à-dire vous et moi, perçoivent Israël. C'est une stratégie de repositionnement, c'est très connu en marketing, qui tient en 3 points. Donc, comme on l'a vu, supprimer toute référence au conflit, et puis associer des images positives à l'image d'Israël, et enfin mettre en avant, mettre en valeur toutes les morales convergentes entre Israël et l'Occident. C'est ce que dit notre ami Aroni quand il dit « faire pencher la balance de ce qu'Israël veut dire vers ce que le public étranger veut consommer ». Voilà. Juste une petite parenthèse, à part la production et la distribution de films, j'ai aussi travaillé quelques années dans une agence de communication. Et je sais que toutes les marques, tous les produits peuvent bénéficier de stratégies de communication, de campagnes de marketing importantes. Et même les pires produits, les plus mauvais, les plus nocifs, peuvent bénéficier de campagnes importantes. Bref, en 2006, c'est-à-dire 1 an après l'appel à la solidarité de la société civile palestinienne et le lancement de la campagne de boycott BDS, en 2006, juste après l'attaque militaire d'Israël sur le Liban, naturellement, la réputation du pays n'est pas à son top et le gouvernement décide de lancer la grande campagne de marketing intitulée Brand Israël, dirigée par M. Aroni et qui se lance sous le slogan « Énergie créative ». À partir de ce moment-là, on comprend que la culture et les universités israéliennes deviennent des produits d'appel de cette campagne de marketing. C'est Aryeh Mekel, qui travaille au ministère des Affaires étrangères, qui est chargé des affaires culturelles et scientifiques, qui dit « Nous allons envoyer à l'étranger des romanciers, des écrivains connus, des compagnies théâtrales et des expositions. On montrera ainsi un plus joli visage d'Israël pour ne plus être perçu dans un contexte de guerre. » C'est précisément avec cette politique de diplomatie culturelle qu'on peut comprendre le décalage dont je vous ai parlé entre les réalités de la culture et des universités israéliennes et l'image qui nous en est donnée ici, en France, en Europe. Voilà.
qu'on va passer, on va passer aux questions directes ou je vais continuer? Je vais continuer un peu. Donc, cette partie qui est une des parties principales du livre, qui est toute la question de marketing, adossée à la Hasbara, donc ce que nous appelons dans les livres la Hasbara marketing, mais qui est un volet de l'attitude gouvernementale israélienne pour améliorer son image des marques, c'est-à-dire cette attitude préactive, offensive, dans laquelle on essaye de mettre une vitrine en avant et cacher la réalité. Mais comme le marketing marche d'une façon limitée, on ajoute au volet de marketing aussi la partie qui est répression. Et ça, on développe dans ces chapitres qu'on appelle séduction, la propagande israélienne, séduction et répression. D'un côté, il y a la séduction, donc l'image un petit peu qui sont venus remplacer les images plutôt anciens d'Israël, qui sont les pionniers, les kibbutz, ou même les pays de survivance, et qui vient remplacer aujourd'hui Israël. C'est les cinémas israéliens, Tel Aviv, la recherche innovatrice. Mais il y a aussi un volet qui est le volet répression, qui se fait à la fois au niveau de l'Internet, extrêmement présent. Tout ça est piloté par des différents dispositifs de ces énormes machins qu'on appelle la Hasbara, mais aussi les campagnes qui sont la lawfare, la guerre juridique, qui est lancée d'une façon officielle l'année dernière par les autorités israéliennes et qui est relayée, qui est d'ailleurs piloté par 3 ministères et qui est relayé à travers le monde, si c'est par des ONG, des associations ou par des officines officieuses officielles, comme en France, ça pourrait être les CRIF, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre les tentatives de criminalisation, la persécution, les molestements de militants de campagne BDS, les fermetures des comptes de banque dans différents pays. Donc tout un volet qui a un volet répressif dans lequel l'idée derrière, elle est de essayer d'un côté, utiliser la vieille recette, c'est donner une image des boycotteurs, de ceux qui appellent le boycott comme des antisémites, donc c'est que les autorités israéliennes eux-mêmes appellent la délégitimation de délégitimateurs, c'est difficile à le dire, mais c'est comme ça, c'est délégitimer les délégitimateurs, ça c'est une chose, mais l'autre, et ça c'est plus récent, c'est essayer de trouver la connexion, inventer la connexion, mais en tous les cas donner l'image que les BDS, ils en fait partie, la campagne de boycott des investissements sanctions en fait partie de djihadisme, de grands mouvements terroristes mondiaux. Mais si nous avons accepté ce défi de nous concentrer, de serrer les livres seulement sur le boycott universitaire et culturel en l'occurrence, et ne pas du tout traiter la question de la campagne de boycott économique, je l'ai dit déjà, c'est aussi parce que c'est les volets les moins connus, surtout en France, alors qu'à l'étranger, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un des volets les plus puissants et les plus actifs de la campagne BDS. Et on peut citer des centaines de figures de la culture mondiale, écrivains, intellectuels, cinéastes, danseurs, plasticiens, etc., qui ont rejoint le boycott à l'étranger, des sociétés universitaires ou des universités, y compris, par exemple, un syndicat des étudiants britanniques, 7 millions d'étudiants, les plus grands syndicats, l'ENUS, qui rejoint en bloc la campagne de boycott universitaire et culturel, ça c'est en 2015, et ce qui explique que les autorités israéliennes, par la voix d'abord du président de l'État, annoncent en 2005, en printemps 2005, que les boycotts universitaires et culturels, c'est les boycotts universitaires, ils l'annoncent, c'est le début du livre, cette annonce c'est une menace stratégique majeure. On parle de l'idée de la menace, on rappelle quand même qu'Israël s'est construit, se constitue, se veut, se prétende et se présente toujours à l'ombre de la menace. Il se trouve que déclarer
les boycotts universitaires comme menace stratégique majeure en printemps 2015 coïncide aussi avec la signature de l'accord international avec l'Iran sur son nucléaire, qui jusque-là était la menace stratégique majeure. Donc on peut le dire assez aisément, aujourd'hui, les boycotts culturels et universitaires d'Israël représentent aux yeux des autorités israéliennes une menace équivalente à celle de la menace iranienne. Et si c'est le cas, il faut le comprendre par l'utilisation, Carmel a explosé, justement de l'université de la culture israélienne. L'université de la culture israélienne, pour laquelle on dédie 2 chapitres, un qui est la réalité de l'université israélienne, c'est une université de la performance, c'est une université de l'invention, c'est une université qu'on la connaît à l'étranger par les travaux critiques. En réalité, on montre comment l'université israélienne est loin d'être une université dans laquelle règne une liberté d'expression, une liberté de recherche. En tous les cas, une chose est sûre, s'il règne les silences par rapport à la réalité de la liberté de recherche et d'expression palestinienne, ce qui règne dans l'université israélienne, ce qui est le moteur de la réussite de l'université israélienne, c'est la collaboration militaro-sécuritaire et politique avec les appareils, donc les appareils militaires, les appareils sécuritaires et aussi les appareils de la propagande. On donne des exemples précis qui sont les dizaines de recherches communes qui se font entre les centres de recherche militaires et les centres de recherche universitaires sur des domaines qui sont les assassinats ciblés, les bulldozers télécommandés, etc., mais aussi les théories. Et ça, c'est une partie qu'on connaît peut-être moins, qui sont les théories de la guerre, la lutte des départements de droit de l'université de Tel Aviv avec les départements de philosophie pour, comme ils disent, faire avancer les droits internationaux et les droits de la guerre et l'adopter à la réalité, aux réalités d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, l'utilisation de l'université israélienne ou l'utilisation ou le volontarisme de l'université israélienne autant qu'institution, à la fois à produire une grande partie de ces documents de la propagande à travers les études de département de public policy, département de la Hasbara, des cours spécifiques. Donc ça, c'est les universités qui nourrissent cette partie-là, mais aussi l'université israélienne comme une fabrique de la discrimination à l'intérieur de pays. C'est-à-dire l'attitude de l'université israélienne vis-à-vis de la minorité arabe, la minorité non juive, je dirais, les 20% de Palestiniens citoyens d'Israël et les 5%, disons les 25% des citoyens non juifs de l'État d'Israël, dans lesquels l'université applique d'une façon, je dirais, zélée, la discrimination systématique malgré les annonces formelles annuelles de la commission de droit du Parlement israélien appelant les universités israéliennes à réduire un petit peu les écarts. Simplement, imaginons qu'il y a 11% des étudiants arabes dans les universités israéliennes, 3% seulement arrivent à des doctorats, et surtout les systèmes sociaux israéliens, mais le système universitaire israélien est tourné sur les avantages autour de ceux qui ont fait leur service militaire. Par définition, les Palestiniens citoyens d'Israël, dont leur majorité est écrasante, les Juifs ultra-orthodoxes et les quelques sages réfusniques ne bénéficient pas de ces avantages de l'université israélienne. Alors si l'université collabore d'une façon claire et garde le silence sur la réalité de liberté de recherche et d'expression dans les territoires palestiniens ou parmi la société palestinienne d'Israël, la question de la culture se pose, mais en quoi la culture collabore-t-elle à l'occupation, à l'appareil militaire?
les chapitres que nous dédions à la culture, nous parlons de la culture à l'exportation, nous parlons de cette culture dans laquelle nous la voyons ici, qui est une culture qui est en décalage total avec la réalité intérieure du pays. On voit des compagnies de danse contemporaine, on voit Théâtre National, Abima, celui-là qui a récemment annoncé qu'il ira se reproduire dans la colonie de Kiryat Arba à Hébron. Donc une des choses, c'est la production culturelle israélienne qui participe à la colonisation par la présence de compagnies théâtrales, par la présence de subventions et de performances dans les colonies. C'est vrai aussi pour des artistes à titre individuel qui vont chanter dans les bases militaires, etc. Mais surtout, cette utilisation qu'ont fait les autorités israéliennes de la culture pour donner une image qui est cette convergence des valeurs et similitudes avec les publics européens, c'est-à-dire montrer qu'au fond, Israël est une société européenne, libérale, blanche et progressiste, ce qui est en décalage total avec la réalité du pays, la culture majoritaire du pays, par l'origine des gens. Elle est arabo-judéo-orientale, arabe pour les Palestiniens arabes, orientale par la majorité de la population israélienne. Cette culture arabe, on ne la voit pas, elle ne correspond pas aux directives de marketing. Et surtout, elle ne correspond pas à cette image peut-être de similitude qu'on veut donner. Cette similitude, on la retrouve à travers ces grands noms qu'on connaît tous, qui sont, si nous prenons l'exemple d'un des écrivains les plus connus israéliens, c'est Amos Oz, qui a déclaré il y a un an, Amos Oz, qui est associé à cette idée qui est les contes de la paix israélien, dans lesquels on dédie un chapitre au conte de la paix israélien, de la paix au dialogue, eh bien, Amos Oz a déclaré il y a un an, un moment de conscience profonde et de colère, qu'il ne participera plus à des événements organisés par les institutions gouvernementales israéliennes. Ça, c'était en 2015, ça, c'était en printemps 2015. En septembre 2016, à Paris, Amos Oz a conduit une délégation des écrivains israéliens pour un événement autour de la littérature israélienne organisé par l'ambassade d'Israël à Paris. La constance du camp de la paix dans la prise de position vis-à-vis de l'étranger et la réalité de la conduite, ce qui explique peut-être son l'attachement de ce camp de la paix aux institutions culturelles israéliennes, et pourquoi aussi tous les gouvernements israéliens, de droite, de centre ou d'autres, ont toujours gardé les institutions culturelles israéliennes aux mains de cette élite plutôt européenne, ashkénaze, associée au camp de la paix, parce qu'elle est la vitrine, et on l'appelle, nous, la barrière de protection de la critique d'Israël, ou si vous voulez, la dissidence officielle. Voilà pour cette partie de livre, mais on verra des questions. Merci.